production agro-pastorale. Oui. Reste maintenant à entendre ce qu'on entend par... savoir ce qu'on entend par engrais. Parce que engrais, ce sont des suppléments qui viennent apporter, qui viennent compléter en fait tous les manquements dont la plante a besoin pour pouvoir se développer d'une manière normale. Les engrais, on en dispose de deux types, les engrais chimiques et puis les engrais organiques. Donc, ces deux types d'engrais sont nécessaires, mais pas obligatoires dans la production, des productions agro-pastorales. Dans le cadre de la tomate, par exemple, on conseille des fois d'utiliser la fiente. Je pense que la fiente, c'est un engrais organique, si je ne me trompe pas. La fiente, c'est un engrais organique. On conseille de mettre dans des poquets avant comment on appelle ça, la transplantation, dans le repiquage. Avant de mettre le plant dans les poquets, on conseille de mettre dans le demi-kilo de fiente de poulet. On fait remuer dans la terre pour pouvoir donner une fertilité plus appropriée à la plante. Bon. D'accord. René, est-ce qu'on peut... Parce que j'ose croire que notre téléspectateur, peut-être comme moi dans mon enfance, on a vu les tomates pousser à la maison, sans aucun effort, on a vu ça germer, on a récolté des fruits qu'on a tous au même savouré. Est-ce que la plante aussi, la tomate, est nécessiteuse vis-à-vis des engrais ou des produits chimiques? Alors, merci bien pour la question. En fait, l'idée d'utiliser les engrais pour la production, principalement de la tomate, donc le sujet aujourd'hui sur la table, je dirais tantôt qu'on peut utiliser les engrais ou pas. Si déjà dès la base, on a fait l'étude de son sol et qu'on a déterminé ainsi, comme ça, les différents éléments nutritifs présents en sol, cela va nous permettre de savoir si ou pas on pourra utiliser de l'engrais. Maintenant, donc, si c'est qu'on doit utiliser, à partir de ces résultats d'analyse de sol, on saura exactement quelles sont les quantités ou les proportions qu'il faudra apporter. Parce que généralement, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on apporte des engrais parfois qui ne servent à rien. Parce que peut-être le sol a déjà beaucoup d'éléments nécessaires pour accompagner la plante jusqu'à la production. Donc on apporte encore ces suppléments parfois qui sont des coûts dont la plante n'a pas besoin. Je disais tantôt que la culture de tomate nécessite des engrais, mais déjà il faut savoir quand est-ce qu'il faut apporter ces engrais, comment, la technique et les moyens qu'il faut afin que la plante puisse vraiment en bénéficier. D'accord. Juste pour compléter, parce que j'ai même entendu parler quand on conseillait souvent aux cultivateurs, quand tu veux faire la tomate par exemple, on analyse le sol. Il y en a des laboratoires qui analysent le sol. On analyse le sol, on vous dit quel type d'éléments est-ce qu'il manque dans votre sol pour vous l'apporter plus facilement et pour vous éviter de faire des dépenses supplémentaires qui ne vous serviront à rien. D'accord. Ok, nous allons prendre notre premier arrêt. Nous allons voir quelques astuces pour cultiver la tomate, autant pour moi, et avec le concours de la régie. La tomate est une plante dicotylédone qui appartient à la famille des Solanacées, dont le nom scientifique est Lycopersicum eculentum. C'est une plante pérenne à la forme arbustive qui présente une ramification généralement sympodiale. Les feuilles sont composées et imparipennées, présentant de 7 à 9 folioles. Les fleurs se regroupent en inflorescences de type racemosa par groupe de 4 à 12 fleurs. Le fruit est une baie ayant une forme globulaire dont le poids peut osciller entre 5 et 500 grammes selon les cultures. En général,
Les conditions optimales de développement oscillent entre 20 et 30 degrés pendant la journée et entre 12 et 17 degrés pendant la nuit, ainsi que des conditions d'humidité relative comprises entre 60 et 80%. La plantation de tomates en serre se réalise avec des plants qui proviennent des pépinières. Le repiquage au terrain définitif a lieu 30-35 jours après les plants en pépinière, quand la plante a 3 vraies feuilles et un système racinaire bien formé dans la motte. Pour le repiquage, on fait des trous. Une fois placée la motte, on la recouvre de terre et on arrose pour consolider le plant et faciliter son enracinement. Un cadre de plantation habituel est de 1,50 m entre les lignes et 50 cm entre les plants, bien que cela dépende de la variété cultivée. Puisqu'il s'agit de plantes de taille moyenne, le cadre de plantation pourra se réduire. La tomate préfère des sols de terre meuble, sileux argileux, riches en matière organique et au pH de 5 à 7. Par ailleurs, c'est l'espèce cultivée en serre qui tolère le mieux les conditions de salinité, aussi bien du sol que de l'eau d'irrigation. Sur des cultures protégées, l'apport en eau et en nutriments se réalise de manière généralisée par l'arrosage goutte à goutte et se fera en fonction de l'état phénologique de la plante. À partir de l'enracinement jusqu'à la noison des fruits, on augmentera le plus possible l'intervalle entre les arrosages pour que le système racinaire puisse explorer le sol en profondeur. Revenu sur le plateau où nous venons de voir comment est-ce qu'on peut cultiver la tomate, nous allons donner la parole à Eric pour une analyse à chaud. Eric Sangou. Oui, à chaud. Nous venons de regarder le documentaire sur la culture de la tomate. Ce que moi j'ai constaté, c'est que on a mis l'accent sur la culture de la tomate en serre. Donc une forme de maison bien... Un habitacle. Oui. On fait germer les plantes en serre et puis leur croissance est contrôlée, le pH du sol est contrôlé, l'irrigation est contrôlée, le climat de la serre est contrôlé. Vous voyez, ce sont des conditions, toutes ces conditions dont la tomate a besoin pour pouvoir se développer dans des bonnes... pour pouvoir faire de bons fruits, quoi. Donc c'est un peu l'analyse que je peux faire du documentaire. Ok, Lionel, quel avis as-tu à émettre selon? C'était très joli documentaire. Ça mettait juste en exergue la culture de tomates sous serre. On fait une culture sous serre ou en plein champ. Là, c'était juste une culture sous serre dont on montrait comment très bien organisé, très bien rangé, avec des irrigations goutte à goutte. Ceci permet juste d'avoir un contrôle sur l'épanouissement des plantes durant le cycle, afin de garantir un bon rendement et la qualité des fruits. Ok. Lionel, selon vous, la tomate est-elle sensible aux maladies? Ah oui. tellement sensible. La culture de tomate est une culture vraiment, si je peux me permettre, dire que c'est une culture vraiment très capricieuse. Ouais. La tomate est très capricieuse. Elle est aussi délicate à la même temps? Oui, en même temps capricieuse et délicate. Parce qu'il faudrait vraiment faire très attention quand on produit la tomate, prendre vraiment soin à chaque étape et se rassurer vraiment de ce qu'on fait pour éviter de contamination. Parfois, je prends un peu le cas des morts subites avec la culture de tomate qui est vraiment très récurrente. Et généralement, ces morts subites sont dues à des maladies cryptogamiques. On pouvait avoir couché en tomate, vous rentrez le lendemain, vous revenez, vous êtes surpris que tous les plants soient à terre. Maladies cryptogamiques? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire les maladies qui ne s'expriment vraiment pas, les maladies qui sont cachées, qui ne sont pas apparentées, qui ne s'observent pas. D'accord. Bonsoir à vous en studio. Très belle émission, merci. J'ai cultivé la tomate à Batinga et à un certain moment les feuilles ont commencé à jaunir
et j'ai presque perdu toute ma production. Moi, faut Etienne de TKC. S'il vous plaît, quel a été le problème? Déjà, je dirais que le jaunissement, en fait, est un symptôme non caractéristique. Parce qu'en termes de maladie, on a les symptômes caractéristiques et les symptômes non caractéristiques. Le jaunissement peut provenir d'une chlorose ou comme ça d'une infection virale. Donc on dit qu'à 10 là que bon, le jaunissement était telle maladie ou autre, c'est vraiment exagéré de ma part. Donc ce qui est ça, c'est juste que la tomate est vraiment trop sensible au flexement bactérien, à la fusariose, à la mosaïque et bien d'autres maladies comme ça. Ok. Nous allons revenir à notre thème. Comment est-ce qu'un individu peut gagner sa vie avec la tomate, Eric? Pardon. Gagner sa vie avec la tomate, c'est quelque chose de faisable. Parce que la tomate est une culture qui se fait tout au long de l'année. Et en plus, c'est une denrée tellement consommée sur les marchés, dans nos ménages. La tomate s'utilise presque partout. Donc, gagner sa vie à travers la tomate, c'est quelque chose que je conseillerais aux agriculteurs. Parce que si vous vous organisez de manière à avoir de la tomate à toutes les périodes, on ne pourra pas dire de vous que vous ne gagnez pas votre vie, parce que si vous avez en période, disons peut-être en période de pluie, si vous mettez la tomate, vous les contrôlez en période de sèche, vous avez vous faites on appelle ça comment, des pardon? Rotation? Non, c'est pas le thème que je cherche. Culture en contre-saison. Voilà. Culture en contre-saison, c'est-à-dire vous faites une culture, avant que cette culture ne s'achève, vous avez déjà commencé une autre culture. Ça fait que vous avez la tomate à tout moment. Il faut juste respecter les conditions de croissance de la plante, puisqu'il y a des infections qui se mettent souvent dans le champ quand on cultive. On demande de laisser reposer, vous faites tourner. Et puis, bon, vous vous faites organiser de toutes les façons, de telle manière à avoir les plantes. On peut gagner sa vie en qualité de producteur. Producteur, beaucoup plus producteur. Et puis commercialisateur aussi. Est-ce que M. Lionel, est-ce qu'on peut gagner aussi sa vie en tant que vendeur de tomates? Donc je suppose que celui qui nous regarde n'a pas les itinéraires, mais le bagage technique que vous avez. Est-ce qu'il peut prendre un cajou de tomates? Il peut être vendeur de tomates, il s'en sort, il gagne sa vie. Bien évidemment, bien évidemment. Si on produit, c'est pour commercialiser. Ça veut dire que si déjà en champ on a produit, et s'il faut vendre, ça veut dire que le vendeur qui prend pour le vendre va s'en sortir, donc ça n'a pas de marge. Parce que le producteur qui fait sa tomate en champ, il donne le cajou au vendeur à un prix, et le vendeur va aussi acheminer ça dans le marché pour les ménages à un certain prix. Donc ça veut dire qu'il pourra aussi se faire de l'argent. Et si je peux apporter quelque chose à la question de savoir comment est-ce que gagner sa vie, est-ce qu'on peut gagner sa vie en produisant de la tomate, je dirais oui. Oui, dans le sens où on se rassure vraiment de mettre en pratique tous les éléments techniques qu'il faut pour avoir un résultat vraiment. Parce qu'il ne faudrait pas dire ok, on peut gagner sa vie en faisant la tomate, que quelqu'un se lève là, il va prendre la tomate comme ça, il va mettre en champ et se dire attends un résultat. Non. J'ai dit tantôt que la culture de tomate est un peu capricieuse et très délicate. Ça veut dire que celui qui veut faire de la tomate son business, l'agriculteur qui veut se lancer dans la culture de tomate, bien vouloir vraiment se rapprocher de quelqu'un qui connaît, qui maîtrise, pour avoir davantage de conseils et d'accompagnement, pour avoir vraiment un résultat par la suite. Donc, quand je préparais l'émission, j'ai rencontré un panéliste qui a été malheureusement empêché, mais il a promis de revenir pour une autre thématique qui sera davantage proposée par lui-même. Lui, il était question qu'il a dit qu'on lui a passé une commande pour exporter la tomate. On lui a demandé un conteneur
de tomates, 40 pieds pour exporter et ça devait aller au Nigeria à port à court. Je ne sais pas. Donc, est-ce que vous voyez, il n'a pas pu satisfaire la commande de son client et il a été obligé de raqueter des tomates un peu de partout. Est-ce que vous voyez que cela peut gagner sa vie s'il avait réussi cette commande? Déjà, en fait, le comble, en fait, c'est déjà parce que quand on passe une commande, ça veut dire que je suppose que c'est peut-être pour une quelconque transformation. Déjà, il est préférable que lorsqu'on passe une commande, d'essayer de rassurer déjà si celui à qui on passe la commande a la capacité de pouvoir garantir cette commande. Parce que si on fait une commande, ça veut dire qu'il va falloir qu'on maîtrise la chaîne de valeur, la chaîne de production, pour être sûr de la qualité de produit qu'on obtient. Parce que celui à qui on a passé la commande, qui ne garantit pas la commande et qui se voit en train d'aller sur le marché, prendre des tomates un peu de partout, peut-être le client, lui, il avait peut-être une particularité sur une variété. Maintenant, le producteur n'a pas pu garantir la commande, il se trouve sur le marché, il ramasse n'importe quoi. C'est-à-dire que ça ne répond pas à son besoin. Non seulement ça ne répond pas à son besoin sur le thème de la variété, mais aussi en termes de qualité. Je ne sais pas comment le producteur X ou Y a entretenu sa plantation. Donc, encore ce problème, c'est vraiment le problème de manque de communication, d'association entre les agriculteurs. Parce que si le monsieur en question avait pris la peine, peut-être d'en parler, de se rapprocher de quelqu'un d'autre, et je pense qu'il va plus satisfaire la clientèle et vraiment gagner davantage. Bon, est-ce qu'on peut gagner quand le producteur peut gagner en transformant de façon industrielle, gagner sa vie? Le producteur, si le producteur peut gagner en transformant, ou bien le téléspectateur, pas forcément le producteur. Il faudrait qu'on comprenne que la tomate est une chaîne, la tomate a une chaîne de valeur, et puis chacun devrait se situer dans une chaîne de valeur. On ne peut pas tout faire sur la chaîne de valeur. Donc quand vous allez voir la tomate, vous prenez un maillon de la chaîne, soit vous êtes producteur, soit vous êtes commercialisateur, soit vous transformez. Bon, il est aussi possible de produire et de transformer, ou de produire et de commercialiser. Mais il faut être objectif quand on veut faire quelque chose de manière un peu, quand vous voyez chez les autres personnes à l'étranger, laissez-moi citer, on ne le fait pas de manière anarchique. C'est pour ça, quand vous avez soulevé le sujet, parlant de monsieur qui cherchait de la tomate, un conteneur de tomates, c'est parce qu'il n'y a pas une organisation. Il n'y a pas d'organisation dans notre manière de faire des cultures. Si nous étions organisés, nous ne devrions pas avoir ce problème. Parce que sur le marché, il y a des périodes où on se trouve en surproduction et des périodes où il n'y en a presque pas de tomates. Donc, ça fait que ce problème... il faut y aller d'une manière un peu posée, savoir ce qu'on veut faire exactement et se situer sur ce qu'on veut faire, le faire de manière ordonnée. Je voulais apporter quelque chose à ce que mon monsieur Eric a dit tout à l'heure. Et je pense que dans toute culture, il y a une chaîne de valeur. Ouais. Mais pour ma part, produire sans transformer, c'est gaspiller. Parce que pour gagner davantage, il faut... Quand on a les moyens, sa politique, se mettre sur toute la chaîne de valeur, produire et transformer, on gagnerait beaucoup. Il y a les producteurs qui font de la tomate, mais qui ça reste en champ. Ils ne parviennent pas à écouler, ça pourrait se gâter. En fait, là, ce sont des producteurs qui n'ont pas pris la peine d'étudier le marché. La raison pour laquelle je disais tantôt qu'il faut vraiment se rapprocher des personnes qui ont l'expertise afin de se lancer. Parce qu'il ne suffit pas de dire que ça donne de l'argent et puis on se lance, on produit, on ne parvient pas à vendre. Ou on produit, on vend le cajou peut-être à 1000 francs ou à 1500. Par conséquent, il y a des périodes où le cajou de tomate se vend à 10 000, 12 000. Pourquoi? Il faut donc faire les études et voir comment produire au moment opportun où le besoin sera. Bon, mais est-ce que le restaurancier, c'est-à-dire le cuisinier, celui qui a son petit restaurant, peut gagner sa vie avec la tomate? Parce qu'on suppose que dans tous les plats, que ce soit les plats crus ou les plats cuits, qu'un restaurancier gagne sa vie à travers la tomate, bon, c'est faisable, mais il faudrait qu'il ne soit plus seulement restaurancier, qu'il soit aussi cultivateur de tomates, ou bien peut-être qu'il s'installe dans un maillon de la chaîne de la tomate
Mais maintenant, là, il est vendeur de la tomate. Il est vendeur. Il est acheteur, il est consommateur de la tomate. Dans la culture, si vous me permettez, dans la culture de tomate, en fait, dans la chaîne de valeur, je pense que tout le monde trouve son compte. Parce que le restaurancier qui fait du restaurant, la tomate se cultive, la tomate se consomme en moyenne 3 jours, 3 fois par jour. C'est-à-dire que quelqu'un, matin, va faire son petit des omelettes, il a besoin un peu de tomates. Il faut les crudités aussi. Peut-être dans l'après-midi, il a besoin de faire son plat avec une sauce d'arachide, par exemple, il faut de la tomate. En soirée, il faut de la purée, il faut de la tomate. Alors, celui qui a son restaurant qui n'a peut-être pas de tomate, quand quelqu'un vient là, dit je veux de la purée. S'il n'y a pas de tomate, il dit moi je ne prends pas. Ça fait une clientèle qui va perdre. Si c'est comme ça 2-3 fois, il n'y a pas de clientèle. Et c'est l'argent qui paie. Donc, la tomate a sa place. Et la tomate, vraiment, c'est une culture qui est vraiment très abordée et apporte beaucoup. Ok, bonsoir. Bonsoir. On a les SMS de Maman Mado à Simbop qui dit bonsoir. Il y a de l'abondance de la tomate sur le marché. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner quelques astuces pour la conservation? Bon, il y a énormément de tomates sur le marché, surtout en ce moment, parce que beaucoup de personnes cultivent pour la période, ça c'est décembre, et tout le monde vend, par conséquent, il y a abondance. Et généralement, la tomate, la conservation frais, vraiment altère un peu beaucoup plus la qualité. Et il y a une technique de conservation qui a été multipliée par nos confrères au Bénin à travers la cendre. De la conservation avec de la cendre, avec tout simplement vous rassurer que vous avez vos tomates, vous les triez très bien, elles ne doivent pas être blessées, très saines, vous avez votre carton, vous épandez en dessous du carton de la cendre, vous déposez vos tomates et au-dessus vous mettez de la cendre. Là ça va accroître la durée de conservation. Mais si je peux ajouter un plus, à travers ce que moi-même personnellement j'ai expérimenté, en plus de la cendre, j'ai apporté un peu de charbon, charbon, j'ai mélangé et ça a vraiment doublé la durée de conservation. Ok, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que pour avoir Lionel Camagneux, j'ai dû observer la page AgriTélé de votre émission. Et il a publié ses récoltes de tomates, ce qui était vraiment intéressant. Et tiens, je lui ai fait part de la nécessité de venir partager ses expériences avec nos téléspectateurs. Nous allons prendre la deuxième halte pour voir comment Kameni Janvier, Jean-Marie, autant pour moi, a un jeune de 31 ans qui a réussi l'exploit à produire de la tomate dans la zone de l'Ouest Cameroun. Nous vous revenons après cet élément. On n'avait jamais cultivé, expérimenté cette culture dans ma localité. Bon, j'ai osé, vraiment comme on dit, et je l'ai cultivé. Me voici presque à la fin de ma campagne et le rendement est vraiment là. L'itinéraire technique que j'ai utilisé, vous voyez, dans plusieurs zones, on n'attache pas la tomate, on laisse la tomate coucher. Et cela a beaucoup d'inconvénients, puisque les rongeurs aussi consomment les fruits qui sont déposés au sol. Et comme on est en saison pluvieuse, les fruits en contact avec le sol se décomposent beaucoup. Et au marché, on trouve des fruits sales, des fruits qui ne sont pas propres. Avec cette méthode qui est le tutorage, méthode de tutorage par cabane, vous voyez ici 2 tuteurs peuvent attacher au moins 10 plants. Après mon baccalauréat, n'ayant pas de moyens, je suis allé faire des cours de vacation dans un lycée, le lycée même de mon village. J'étais professeur de mathématiques, physique, chimie. Je faisais aussi les cours de répétition aux enfants en soirée après les cours.
Quand j'ai amassé un peu d'argent, j'ai acheté une forêt, j'ai abattu, j'ai créé une cacaoyère, 1 hectare. Bon, j'ai rencontré des difficultés, des maladies fongiques. Je ne parvenais pas à maintenir les cabosses. Il y avait aussi des chutes de fleurs et autres. Tout ça était dû à une mauvaise formation. Je n'avais pas de formation, raison pour laquelle j'ai décidé de faire l'école technique d'agriculture. Et j'ai choisi l'école technique d'agriculture la plus proche, puisque je devais toujours continuer à maintenir ce champ. Parce que je suis orphelin et c'est l'argent sortant de ce champ qui devait me payer mon école. J'ai présenté le concours, à ma grande surprise, j'ai été major de ma formation. Après la formation, j'ai décidé d'aller travailler dans un établissement parapublic personnel. Bon, j'ai travaillé près de 8 mois là-bas, j'avais un salaire de presque 100 000 francs, salaire de base par mois. J'ai accumulé un peu d'argent, avec des avantages, j'ai eu au moins 1 million de francs pendant 8 mois. Ma caca m'a dit que c'est 1,5 million. Fouler l'eau jusqu'à 1 km 200. J'ai acheté des tuyaux, des fûts en plastique, des pulvérisateurs. La semence aussi m'a coûté 255 000 parce que c'était une semence hybride, résistante à la maladie. C'est une variété qui produit beaucoup. Le Barnum, on vend 50 grammes à 85 000 francs. J'ai pu rembourser mes dettes et avec le petit fonds que j'ai encore loué d'autres sites d'environ 3 hectares qui est en abattage d'air maintenant. Et la semence que j'occupe actuellement, c'est une semence d'environ 730 000. Parce que c'est 4 fois la semence que j'ai d'abord germée. Il est l'homme qui est venu sortir du noir, puisqu'on ne savait pas que l'agriculture de seconde génération pouvait réussir dans notre secteur. Et déjà, comme vous voyez, nous sommes très contents et dans les jours à venir, on compte aussi